Bonjour YouTube, on se retrouve avec le chat Twitch. On est enfin disponible. Enfin, j'ai pu lire ce superbe bouquin, cet arcane journal, The Raiding of Westerland. Nouvel arcane de journal, arcane journal un petit peu de campagne, mini livre de campagne, avancée du lore, nouvelles règles du jeu, nombreuses nouvelles règles du jeu qu'on va regarder ensemble, et surtout nouveaux points du lore on va découvrir ou redécouvrir pour certains. Le chat était en effervescence parce que ça fait déjà 1h15 qu'on est en stream et que je devais dire qu'on ne faisait ça tout de suite. Mais que voulez-vous ? Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne directement si vous le pouvez avec le Tipeee. Bien sûr, c'est ce qui nous permet de vivre. Et que la chaîne replay existe aussi pour ça, si vous ne pouvez pas être sur Twitch, pour vous permettre d'avoir les rediffs disponibles plus longtemps que sur Twitch et surtout directement quelques temps après les streams, surtout que c'est souvent des streams d'après-midi qui sont disponibles sur la chaîne replay. On est enfin disponible, ça fait 1 heure que le chat lui tient la jambe. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Donc je vous propose pour cette vidéo une traduction en direct du livre Arcane Journal Raising of Westerland. Donc les raids du Westerland, la fin du Westerland, le destin du Westerland, l'assaut sur le Westerland, bref. Tout ce qui se passe par rapport à Fridal, à Cathay, aux avancées des Norse, bien sûr, vous avez compris que c'est un livre qui parle beaucoup des Norscan. Je vous promets pas une traduction littérale, juste une traduction ressentie. Et surtout, bien sûr, une traduction du lore, bien sûr, de l'histoire qui est racontée. Au début de ce bouquin, un bon tiers du bouquin, c'est que du lore ou des scénarios de plaisir du jeu. Ça fait le kiff. Donc voilà. J'ai eu le livre la semaine dernière, mais j'ai voulu vous le proposer en mardi après-midi, après Ludirama et la sortie de la grosse vidéo. Question de pouvoir respirer un peu. Pour une fois, j'ai pas regardé le journal, merci au armateur de nous montrer ça. Ben voilà. Les ravages du Westerland, on a convenu pour l'instant dans le Warfare. C'est une très bonne idée, les ravages du Westerland, Golden. Très très bonne idée. Donc, ce ne sont pas mes photos, c'est quelqu'un qui me les a envoyées la semaine dernière, donc merci à lui. Donc, Westerland Flame. On a, dans les premières lignes, dans les premières pages de ce bouquin, je vous laisse en vue comme ça, je vous fais une traduction en diagonale, bien sûr, parce que je l'ai déjà lu. On a toute l'histoire un petit peu bien posée, plus détaillée bien sûr, de ce qui se passe avec les raids de Fridal. Donc ça, on l'avait déjà dans l'Arcane Journal des Guerriers du Chaos, parce que Fridal a été annoncé à ce moment-là. Je vous rappelle que le nord du Westerland, donc le nord du pays perdu, a été attaqué par des raids Norscan, des raids Lunmer, par une seigneur du chaos, une championne du chaos encore, c'est pas encore une seigneur du chaos, c'est une championne du chaos, qui s'appelle Fridal la Forge Chêne, et qui a surpris un petit peu les défenseurs impériaux en s'installant sur le Westerland et non pas en faisant un raid et en repartant avant l'hiver. C'est la ville d'Olum, H-O-2-L-U-M, pardon, qui a pris le plus cher durant ces raids, parce que, étant en bordure de la mer des Griffes, c'est elle qui a pris le gros des assauts des Norscan, et c'est surtout Elspeth Magritta VI, qui est donc, alors j'aime beaucoup son titre, il l'appelle la reine de l'océan, ou la reine des mers, à Marienbourg, qui a envoyé des armées face aux troupes de Fridal. Et on a très vite compris que c'est devenu très rapidement le royaume de la briseuse de chêne, le nord du Westerland. Parce que justement, eh ben, elle les a défoncés, les armées de mercenaires ou les armées payées pour aller dégager Olum, vous voyez ici, hein, des terres impériales des armées de Fridal. Elle en a été vainqueur. Et en fait, les armées impériales, étant dans le contexte de la guerre des trois empereurs, eh bien, n'ont pas réussi à être suffisamment efficaces pour repousser les Norscan. Donc ça, en gros, c'est ce que nous explique le début de l'Arcane Journal. On parle de l'arrivée des Norse, on parle des réfugiés partis pour Marienbourg, on parle de Elspeth Magritta VI qui envoie des troupes en face, souvent composées de mercenaires, et qui se font ravager la tronche par les troupes de Fridal. On en a derrière après une espèce de souffrance du Westerland, donc The Suffering of Westerland, où tu as complètement le pays perdu qui comprend qu'ils sont conquis, ou en tout cas qu'ils sont soumis en partie, donc les peuples, les terres du Nord,
se font ravager, raider, piller, etc. Il y a bien une cité qui arrive à tenir le coup et à faire face parce qu'elle possède des murs lourds et elle est lourdement gardée. C'est la cité de Léonen, qui est ici, qui est la plus fortifiée du pays perdu à l'intérieur des terres, ce qui fait qu'ils sont sous siège pendant presque 2 ans. De 2276 à 2278, le nord du Westerland va connaître vraiment quelque chose de terrible. 2 ans d'invasion et même un mini-royaume du chaos qui s'installe sur les côtes du pays perdu. Bien sûr, tout ça va changer avec le Storm Dragon, bien évidemment, qui va débarquer à Marienbourg, alors que Magritta 6, Elspeth Magritta 6, en chier pour appeler des renforts, parce que, encore une fois, contexte de guerre éternelle, enfin de guerre des 3 empereurs, elle refuse catégoriquement d'appeler à l'aide des autres alliés que des mercenaires ou des voisins qu'elle peut manipuler. Donc la baronne du Westerland ne veut pas appeler à l'aide Mindenheim, elle ne veut pas appeler à l'aide Talabheim, elle refuse catégoriquement de supplier ses rivaux, et même les nains des montagnes grises ou les Bretoniens de l'autre côté sont surbookés parce que t'as les invasions pauvertes qu'on connaît depuis le début du lore. C'est donc la surprise de Cathay qui débarque, le Storm Dragon, donc le dragon des tempêtes, avec bien sûr Miao Ying et ses troupes d'élite qui débarquent. The army of Grand Cathay marched from Marienbourg, disciplined regiment of Giant Lancer and Empire Cavalry, departing before the full Cathayan strength had disembarked from its fleets. Donc c'est littéralement une alliance qui va se former avec le renfort colossal des légions Cathay qui débarquent et qui renversent complètement la situation. Mais quand t'es un pauvre petit mercenaire et tu vois Madame Miao Ying débarquer sur le champ de bataille, ouais, t'as une petite dame qui a les éclairs dans les yeux qui se transforme en dragon, tu m'étonnes que tu vois la guerre d'une manière différente. Je suis tout à fait d'accord. On a tout à fait les scènes de débarquement, vous voyez des flottes Norscan qui voient arriver la flotte de Jade avec des lanternes bombardières qui balancent des bombes sur les dracars, etc. Très 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 cinématique, le passage. Vraiment l'arrivée de Lost de Cathay est très impressionnant. La panoplie entière des armées du Dragon des Tempêtes est arrivée au bon moment et a débarqué à Marienbourg pour arriver et protéger les générations du Vieux Monde. Bref, très rapidement, Magritta va laisser libre passage à Miao Ying, qui ne cherche pas à s'en faire une alliée politique, mais qui est juste là pour dire, ça c'est aussi ce que nous dit l'arcane journal du Storm Dragon, donc de Dawn of the Storm Dragon, qui est là pour dire, bon bah l'Empire, vous êtes incapable de vous démerder tout seul, moi je suis une championne pour tabasser le chaos. Tu sens qu'il y a quelque chose qui traîne derrière quand même, du point de vue Miao Ying, mais ce n'est pas encore précisé, d'où le fait que moi je suis pris la liberté de faire une campagne là-dessus. Mais tu as le fait, elle arrive pour nettoyer le chaos qui prend place ici même. Donc l'arrivée du Storm Dragon va changer cela. Et on a donc la défense de Ostwald, qui est une des cités en dessous de la ligne de chemin d'invasion des chaotiques, qui va avoir une énorme bataille entre les troupes de la Forge Chêne et les cavaleries de Jade et les troupes de Miao Ying, qui vont certes être déterminantes dans l'avancée et la défense du Westerland, mais qui ne seront pas totalement victorieuses parce que les Norse ne seront que repoussés. Ils ne seront pas arrêtés, enfin ils sont arrêtés, mais ils ne sont pas dégagés du Vieux Monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement de Norse depuis 2 ans qui ne font plus des raids, mais qui s'installent de plus en plus dans les ruines de Hollum, etc. Le siège de Léonen va être rompu, si j'ai bien lu, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et la grande bataille de Ostwald, qui est donc à la lisière de la Dragwald, une cité je crois que c'est sur la Grande Route du Nord, on regardera sur la carte tout à l'heure. C'est là où justement il va y avoir une espèce de statu quo qui va s'installer, où les Fjords de Miao Ying ont réussi, en s'alliant avec l'Empire, à repousser et à stopper l'avancée norse, mais pas à les booter hors de leur territoire. Donc c'est vraiment une espèce de Reconquest of the Westland, donc vous voyez bien, c'est le chapitre derrière, où en fait rien n'est fait, clairement rien n'est fait, et justement, voilà, c'est moi qui me dis de la merde, étant donné que les Norse qui partaient vers le sud ont été arrêtés et reflux vers le nord, Miao Ying, elle,
là où s'arrête le récit de cet Arcane Journal, elle continue légèrement d'avancer en se disant, bon bah on a réussi à les stopper, maintenant il faut réussir à les booter en dehors du Westerland, et pour réussir ça, il faut briser le siège de Leonen. Donc vous le voyez, hein, Breach in Leonen's walls open during the conquest, donc en gros la cité tellement assiégée depuis 1 an et demi, 2 ans, a eu les murs qui sont tombés, l'assaut final commence dans pas longtemps, sauf que c'est aussi à ce moment-là que 3 jours après que Leonen soit encerclé, Miao Ying signale le commencement de son assaut. Donc on va avoir la grande bataille face à face, Fridal, Miao Ying, qui sera déterminante pour la reconquête du Westerland. Donc on est voilà sur cette évolution du lore. Donc clairement, en termes d'évolution du lore, on n'est pas à l'égal de la colère de Settra. Pour moi, on n'est pas à l'égal de la colère de Settra. On a moins de données. C'est sûr et certain, parce que la colère de Settra, quand même, c'est un événement majeur. Voilà, je vous mets la carte un petit peu. Donc on a Leonen, vous voyez, qui est ici. Alors la carte est un peu floue, malheureusement. On a Leonen qui est ici, vous voyez mon curseur, et Oswald qui est ici. D'accord. Donc la cité qui a connu le face-à-face, troupe de Cathay, troupe de l'Empire, c'est ici. C'est en gros là que les Nords se sont arrêtés. Et là, Cathay remonte légèrement pour voir où en est Leonen et tenter de sauver la ville. Donc voilà où on en est. Donc au final, ça n'a pas tellement avancé. On sait juste par contre que le nord du Westerland, c'est vraiment devenu une terre conquise. Là, les Nords, pour eux, ils sont installés, ils sont dans les ruines, ils développent justement leur tribu, et justement, ils reçoivent énormément de renforts. La seule chose, c'est que ça ne se bat pas que sur terre, ça se bat aussi dans les mers. Et ça aussi, c'est intéressant. Chose aussi très importante, je trouve, dans le lore de Warhammer The Old World, vous le voyez sur la carte. Alors je vous zoome, même si c'est flou, on le voit, parce que c'est la couleur qui est importante. Ce qui est en rouge, on est bien d'accord, ça fait quand même énormément de flèches rouges. Ah oui, c'est les Red North, ça, on est bien d'accord. Ce qui est en rouge, vous le comprenez, c'est les avancées des North. C'est les conquêtes des North. On est d'accord. Regardez ça. L'île du brouillard, où on le rappelle, il y a presque 10 000 hauts elfes de garde maritime encaissés dans leur forteresse, censés regarder ce qui se passe dans le vieux monde et surveiller ce qui se passe parce que les nains leur interdisent de poser pied sur le vieux monde. Est-ce que c'est rouge? Eh bien pas du tout. Donc clairement c'est expliqué aussi que les hauts elfes vont rentrer dans la game. Ils vont rentrer dans la game parce que justement leur île étant submergés de vaisseaux loups qui les entourent. Pour regarder, ça regarde les elfes. Voilà. Ça c'est juste le clin d'œil bien sûr aux joueurs assourds qui nous regardent en chier contre les Nords et qui font ouais écoute, les gardes maritimes en mode Malte durant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Mais clairement il va se passer quelque chose. En tout cas c'est sous-entendu dans l'histoire. Je pense que Games a oublié son crayon de couleur. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça, les amis. Je tiens à préciser que je fais bien les choses. Et que j'y ai pensé même avant que Games Workshop nous donne cette carte. Parce que si vous regardez notre campagne, je sais, je ramène toujours un peu à moi, mais en même temps, merde. C'est un sacré boulot. Si vous regardez bien, l'île voilée, elle est pas jouable. Tu peux pas la voir. C'est trop lourdement fortifié. Tu vois, c'est pas possible. C'est ça passe pas. C'est Par contre, si tu cliques sur le pays perdu, tu as l'île voilée détaillée. Voilà. Je tiens juste à préciser ça parce que j'y ai pensé aussi. J'y avais pensé même avant Games. Comme quoi, ça fait plaisir. Bref, ça c'était en gros l'évolution loristique. On a quelque chose qui n'a pas été très nouveau malheureusement dans le début de ce livre, parce qu'on le savait déjà un petit peu par rapport à l'Arcane Journal de l'aube du dragon des tempêtes. La garnison de l'île voilée, c'est mon armée en ce moment, pas une bataille, on attend le top départ. Ah bah voilà, parfait mon Chodoris. L'île est passée en mode éthéré, je vois pas d'autre explication. Non mais elle est trop lourdement gardée. En fait elle est trop lourdement protégée, c'est pour ça que les Norse l'évitent. Pour l'instant en tout cas. Derrière après, on a, aux pages qui suivent, on a le détail un petit peu loristique de qu'est-ce que c'est qu'une tribu Norse. Enfin, parce que quand tu lis le Horde sauvage guerrier du chaos,
Quand tu lis l'Arcane Journal, qui est beaucoup plus concentré sur la quête de Fridal, sur l'invasion du Westerland, etc., on a enfin le détail un petit peu des tribus Norse, des tribus Norscan, leur mode de vie, et surtout bien sûr leur fameux clan, leur fameux mode de vie clanique, par rapport à leur religion, à leur civilisation, entre guillemets, même si elle est barbare, hein, une civilisation quand même. Et justement, tu as l'arrivée finale, parce qu'on sait que ça va devenir une règle du jeu qu'on va voir quelques minutes plus tard, mais tu as enfin le détail des cultes du chien ensanglanté, de la corneille à 3 yeux, du serpent malicieux et de la corneille défraîchie et du vautour à 3 yeux. Bref, en gros, tu as les 4 dieux du chaos que nous, en tant que joueurs, on connaît. Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch. Mais tu as le point de vue religion, le point de vue doctrine, le point de vue habitude de vie d'un Norse classique qui vit en Norska par rapport à ces cultes-là. Donc on a le chien ensanglanté, le chien fou, hein, si vous voulez. Donc Kranat, si je me trompe pas, hein, l'un de ses noms, voilà, Karnat, pardon, excusez-moi, voilà, Karnat. Il t'explique qu'est-ce que c'est qu'une tribu qui vit sous l'égide de Karnat. Voilà, c'est une tribu bien sûr qui va chercher énormément le combat. Parmi toutes les tribus norses qui existent, parce qu'il t'explique tout ça justement, que les Norses c'est absolument pas du tout une seule civilisation, c'est plein de tribus différentes. C'est pour ça qu'ils dirigent par la force et par les plus grands charismatiques, par les chefs les plus charismatiques qui soient, parce que sinon ils ne font que s'entretuer. Les Norses sont des conquérants, ils ne sont pas des paysans, clairement. Ils peuvent être des chasseurs, attention, hein, ils peuvent être des chasseurs pour se nourrir, c'est d'ailleurs leur mode de vie, hein, ils chassent ou ils raident, ils ne cultivent pas. Et il t'explique que au milieu de toutes ces troupes-là, de toutes ces cultures, eh ben, t'en as certaines qui se ressemblent et qui ont des cultes qui sont les mêmes, comme le culte du chien ensanglanté. Donc c'est clairement des cultes de Khorne, donc du sang, de la violence, de la guerre. Ce sont les plus agressifs des Norse. C'est-à-dire que même les autres Norse les craignent parce qu'ils savent qu'ils peuvent... Il n'y a jamais de temps de paix avec ces peuples-là. Voilà, peace is an illusion. Voilà, tu vas directement... c'est ça. Mais attention, c'est pas des mecs qui font des sacrifices de sang comme des Kénites ou quoi que ce soit. Ils cherchent le combat. Ils cherchent absolument le combat et la conquête, en tout cas. Et exactement comme un culte de Khorne, ils se moquent totalement d'où vient le sang. Que ce soit le leur ou que ce soit celui de l'adversaire. Autrement dit, tant qu'il y a des morts, tant qu'il y a des kills, tant qu'il y a du combat, eh bien leur culte, leur motivation est grande. J'imagine tous les Norses avec des accents écossais ou irlandais. Je sais pas du tout ce qui est le plus drôle. C'est à peu près ça, ou des accents slaves, tu sais, ou nordiques. Voilà, scandinaves, pardon, pas slaves, mais scandinaves. Donc le chien fou, je l'appelle le chien fou parce que ça les énerve. The Carrion Crown, donc le corbeau défraîchi, si vous voulez. Donc on est clairement sur les cultes de Nurgle, qui s'appelle Naeglen, pardon, excusez-moi. Donc Naeglen qui est littéralement le Nurgle. Hein. On comprend que c'est la peste, les maladies, la dégénérescence du corps, etc. Ça arrive dans le vieux monde. Et surtout, ça arrive en Norska, entre les vents de magie qui s'agglutinent dans les montagnes, et le fait que les famines, elles peuvent arriver très vite, que la maladie avec les cadavres, ça arrive très vite. Le corbeau charognard, ouais, voilà, c'est ça. T'as quelque chose qui peut propager les maladies. Et en fait, les croyants dans la corneille, enfin dans le corbeau, pardon, les croyants du corbeau, c'est qu'en fait, ils acceptent ça comme une salvation, donc un espoir dans le futur. Ils se disent, bon, quoi qu'il arrive, ça va nous tomber dessus. Quoi qu'il arrive, c'est partout, ça finira par nous tomber dessus. Et en fait, est-ce que c'est pas vraiment une calamité? C'est quelque chose comme si on était touché par la volonté du Dieu. Merci Dajobi pour le Prime. Merci pour ton 4e mois. En gros, ce sont des Norses qui acceptent cette tragédie que sont les maladies ou la dégénérescence du corps, en se disant
ça nous rendra plus forts. Si on ne les combat pas, mais qu'on les accepte, ça fera en fait tout simplement que les plus forts survivent, les plus adaptés survivront, et que surtout, le développement dans la résistance et dans la force nous rendra encore plus immortels, encore plus puissants. Mais c'est pas quelque chose pour la puissance, c'est quelque chose parce que c'est une fatalité qui s'abat sur eux, et ils décident de suivre cette fatalité. C'est un peu comme les victimes d'une arnaque financière, les Norse adorateurs de Nurgle. C'est à peu près ça, mais tu sais, c'est les syndromes de Stockholm, un peu, tu vois. Donc, ils acceptent le fait, voilà, the devotee of the crow do not fear the hauntess of plague. Ils ne craignent plus la peste. Ils le voient comme un omen, donc un don de leur patron, de leur patron genre religieux. Recevoir une maladie pour eux, c'est dire ah, il me regarde, il me récompense pour que je devienne plus fort. En gros, il me met à l'épreuve pour que je devienne plus fort. Si mon corps le supporte, eh bien j'arriverai à le supporter. Donc c'est quelque chose comme qui est assez impressionnant de voir que c'est tellement la merde de vivre en Norska, c'est tellement dur qu'il y en a certains qui se disent bon ben je vais accepter le fait d'en prendre plein la gueule et ça va même en devenir mon culte quoi. Il m'a fait vomir et perdre un œil, mais c'est pas parce que c'est parce qu'il voulait essayer ses talents de docteur, c'est ça. C'est un eugénisme par élimination des plus faibles par maladie, c'est ça. I am a quiche in English, but I love beaucoup Warhammer. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup ce fait que c'est pas la recherche de l'immortalité, etc. Mais j'aime bien l'idée que c'est de la fatalité qui les frappe. Alors, The Slithering Serpents, donc ça c'est clairement Slaanesh. Hein. Quel est le nom de Slaanesh Sornal, voilà c'est ça. Shornal ou Sornal. The Dark Prince of Ruin, donc le prince noir de la ruine. Alors là, c'est l'hégémonie, hein, d'accord. C'est clairement c'est l'orgueil. Voilà. C'est pas la luxure comme on pourrait l'imaginer quand on imagine Slaanesh. Hein, on imagine Slaanesh, un culte de Slaanesh et le culte du plaisir. C'est ce qu'on imagine. Mais là, en fait, c'est vraiment dans la déliquescence de l'orgueil. Voilà. C'est ceux qui se pensent au-delà des autres tribus nord, ceux qui se pensent plus graciés, plus beaux, plus rapides, plus efficaces dans leurs raids, etc. On peut faire la blague des Nords les plus chauds ou froides de ta région. Ouais, bon, on va éviter. C'est les Emperor Children pré-hérésie. C'est à peu près ça. Parce qu'ils recherchent aussi d'être les meilleurs, tout le temps. Donc c'est un peu vraiment les Emperor Children de la pré-hérésie, tout à fait. Voilà, ils peuvent performer avec une blade donc ils peuvent performer avec une épée ou une hache comme des instruments de musique, comme un mec qui écrit une saga avec ses notes. Donc ils cherchent vraiment une espèce, c'est un dépravé orgueilleux. Alors dépravé n'est pas trop détaillé, hein. On n'est clairement pas sur un truc où il y a de l'insalubrité sexuelle partout dans le descriptif. On parle certes de tatouage, de scarification. Mais on parle pas d'hédonisme, de snoo partout, quoi, tu vois. On parle pas trop de ça, c'est vraiment plus sur la quête de la perfection, d'arriver au-dessus des autres et de vouloir écraser les autres par sa réussite. On tape beaucoup plus le côté orgueil et le côté dextérité, le côté meilleur que toi. En même temps, cela c'est l'excès, hein, c'est pas la luxure. C'est pas que la luxure, mais c'est l'excès, en effet. Donc là, je trouve qu'on a une meilleure représentation de Slaanesh, qui n'est pas un culte caché, comme le fait du secret, de la luxure, de quelque chose qui est interdit mais tu as envie de faire, mais plutôt comme quelque chose d'assumé. C'est des hauts elfes en gros. En même temps, Slaanesh, il a d'abord tapé les elfes, hein. Évidemment. Évidemment. Et derrière, on a... Ah. Attendez. Non, c'est pas celui-là non plus. Voilà, c'est tout mélangé, bien sûr. Bougez pas, je regarde. C'est pas celui-là non plus. Ah, je l'ai pas, merde. Je l'ai loupé. Ah non, The Fell Raptor, voilà, il est là. Et donc le vautour, I'm better, voilà, c'est ça. Donc le vautour, qui est donc Tzeentch, voilà. Là, c'est clairement le most elusive. Donc c'est rarely worship in the open. There are a few tribes devote
devote solely to him. He is the patron of shadows and whispers, the knower of secrets and the thief of desire. Donc les croyants en Char, donc Tzeentch, c'est les cachotiers. Voilà, c'est ceux qui... C'est le rapace, ouais voilà, le rapace, c'est bien. C'est quelque chose qui est très... C'est le plus dur à expliquer. En même temps, c'est Tzeentch. C'est le plus dur à expliquer toujours. The secrecy with which the raptor is worshipped is a good reason for trust. For trust is a luxury none can afford when enarmed with its schemes. Donc autrement dit, c'est clairement un énorme luxe que tu ne peux jamais avoir quand tu es un croyant dans le raptor. Avoir confiance dans les gens. Voilà. C'est les comploteurs. C'est littéralement les comploteurs. C'est les traîtres, en fait. C'est ceux, tu sais jamais. Si quelqu'un te dit je crois en Karnat, je crois en Iglen, tu sais souvent que c'est un servant c'est un croyant de ces dieux. Mais s'il te dit non, mais moi je vénère le chaos général, voilà, je vénère les puissances élémentaires générales, t'as une grande chance quand même que, au final, ce soit un des servants du Raptor et qu'ils te le disent pas et qu'ils te trahissent au bon moment. Ils peuvent percevoir aussi, hein, c'est aussi leur. Tu ne dis pas que tu es un adepte, non, parce que tu vois, c'est pas, c'est ceux qui sont élusives. Donc élusive, c'est quelque chose que tu n'es pas exclusive. C'est élusive, donc c'est vraiment plus intérieur. C'est des cultes des intellos et qui est le plus intelligent que les autres et qui sont pas foutus de choisir eux-mêmes. Alors c'est possible aussi que ce soit comme ça. C'est les fourbes, ouais, on pourrait dire un peu les fourbes, mais c'est pas fourbe voleur, c'est plutôt cachotier. Et on a aussi le principe que les servants du raptor, donc les servants du rapace ou du vautour, ils sont plus considérés comme en lien avec une espèce d'incointance avec la magie. Voilà. Those who can perceive wind of magic are transformed into conduits of arcane power cults and a boon in equal measure. Donc autrement dit, leur corps eux-mêmes devient une espèce d'antenne de magie qui bouge. Ils peuvent devenir eux-mêmes en fait des espèces de récepteurs de magie qui peuvent traîner. Ça leur aurait fait mal de traduire en français à Game Sérieux parce que du coup, c'est un manque à gagner là. On est là pour ça, écoutez, arrêtez de vous plaindre. On vous le fait pour les autres. Comploteur, complotiste, manipulateur, paranoïaque, sacré mélange. Bah oui, mais c'est Tzeentch en même temps. C'est Tzeentch en même temps. Et c'est bien évidemment l'un des plus durs à s'imaginer dans un monde comme la Norska. Voilà, mais ça marche. Par contre, voilà, c'est la loyauté envers le dieu qui transcende absolument tous les vœux que tu peux faire. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a des designs de fou, hein, clairement. On a les nouveaux dessins, hein, des maraudeurs qui sont très 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 sympas. On a les nouvelles armes. Ils se sont fait plaisir, hein. Franchement, ils ont fait du kiff. On a enfin donc la représentation des Norse comme on se l'imagine depuis qu'on connaît le lore de Warhammer et non pas des hommes torse-poil qui t'affrontent avec un bouclier qui est plus un bocle qu'un bouclier. On a vraiment le viking chaotique, hein, clairement. Peau de bête, casque en haume à lunettes mais qui sont en fait des haumes troués, clairement. Les fameux casques à cornes. Mais pas beaucoup d'armure, plus des armures légères et des morceaux de métal qu'ils récupèrent et qu'ils refont d'eux-mêmes. Ils sont tellement stylés, les nouveaux malheurs, ils sont très très beaux. Les nouvelles bannières, bien sûr, où tu as donc les membres du culte sanglant, du chien sanglant, les membres du corbeau, les membres du rapace et les membres du serpent, avec déjà des peaux écorchées, hein, le principe d'utiliser de la peau, etc. Quelque chose qui montre quand même que ce sont des cultes assez agressifs. Et enfin, on a ce morceau-là. Les ombres du chaos, qui clôture un petit peu le lore du livre, que j'ai trouvé vraiment bien. Vraiment, hein, vraiment. Et en fait, c'est l'histoire de Ottar et Eidis. Ottar et Eidis, qui sont, alors si j'ai bien compris, des jumeaux, des faux jumeaux, parce que Eidis est la fille et Ottar est le garçon. Brothers and sisters.
The twins were seen as fated warriors by their adopt tribes. Donc on comprend en fait que ce sont des faux jumeaux qui ont été adoptés par une tribu différente chacun. Bizarre d'avoir une manière du rapace. Bah ouais, mais bon, après, quand tu l'as lancé, ton culte, à un moment, tu l'assumes aussi, quoi. Quand t'as montré ta trahison. Guiding Greyling hunters for the fresh scene of slaughter, troll blood, hot upon the snow, the dead beasts. En gros, voilà. Le fait que les deux personnages soient séparés dans leur histoire, ils se connaissent d'avant, ils sont séparés dans leur histoire. D'accord ? Ottar va dans un clan, Hades va dans un autre. Et en fait, la renommée de la briseuse de chaînes atteint leur clan, donc les Greylings, et l'une des deux, enfin les deux, partent sur le chemin du chaos. Ils disent, écoute, on sait que Fridal, c'est une Norse qui a fait l'aller-retour, elle est allée au nord, elle a suivi le Path of Chaos, donc elle a suivi le chemin du chaos, elle a fait son ascension, elle n'est plus une humaine, elle est une championne du chaos, elle a reçu le don du chaos, elle n'est pas encore une prince démon, mais elle a transcendé déjà un petit peu sa fonction humaine, elle est devenue une guerrière du chaos, et tu as une espèce d'inspiration de dire, bon ben let's go, moi aussi je le fais, moi aussi je fais la quête. Hades, elle se lance, let's go. Elle a joué la première, en gros. Et elle s'est lancée dans la quête comme Fridal. Mais on apprend que alors qu'elle suit sa quête, elle recroise, ou alors elle est en parallèle, à Ottar, son frère, qui est lui aussi sur le chemin de la gloire du chaos. Et c'est une espèce de course entre deux, pour lequel va arriver champion du chaos à la fin. Peut-être les deux, on n'en sait rien. Ils vont enchaîner bataille dans la Norska contre des Norses, traverser la mer du chaos, qui est donc la mer au nord de la Norska, et lors Blood Upon the Sea, on le voit ici, lors de leur traversée de la mer du chaos, leurs dracars de Hades et de Ettar vont rencontrer une espèce de grande tempête et d'autres navires sur cette mer. Et les navires, et surtout le navire du frère de Ottar, vont disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont être engloutis, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais Hades, elle voit le navire de son frère disparaître, et elle, en gros, après avoir passé la mer du chaos en débarquant donc dans les désolations du chaos, elle est toute seule. Sa tribu est toujours avec elle, hein. Elle guide sa tribu en avant parce qu'elle veut montrer à tout le monde que c'est elle la chef. Son frère Ottar, hein. Of Ottar and his crew, there are no signs save Flotsam. Donc on n'a vraiment aucune trace de la flotte de son frère. Donc elle sait qu'il est mort, qu'il a disparu. To the wave, Hades offers a spread of her blood to mingle with her fallen brothers and to honor his life. Donc il y a quand même une idée d'honneur. C'est ça qui est cool, c'est que elle sait que son frère a voulu faire le même chemin qu'elle, elle sait qu'il est mort dans la mer du chaos, et donc elle offre même une goutte de son sang dans la mer en disant bon ben moi je continue, mais gloire à toi, t'as essayé le chemin du chaos, t'as perdu, mais bon en même temps on est des milliers à faire ça tous les mois on dirait dans le lore. C'est le scénario d'Assassin's Creed Odyssey, peut-être. Bref, elle continue son chemin. Elle va recevoir ses premiers dons du chaos. On comprend que les premiers dons du chaos qu'elle reçoit, c'est les dons de Nurgle, apparemment, si j'ai bien tout compris. Parce qu'elle a un petit peu elle a des trucs qui poussent sur elle et elle ressent des mutations du chaos. Donc elle reçoit des premiers dons du chaos. Alors je sais pas si c'est vraiment du Nurgle, mais on sent qu'elle est plus forte, plus costaude. Power of Sacrifice beacons to draw the god's gaze, donc le regard des dieux. The briefest touch of this power, the gift of mutation spread amongst Hades tribes, horns sprouting from bronze, barbed spins from back. Donc voilà, tu as des trucs qui sortent du dos, des cornes qui commencent à pousser, des fangs and claws, donc des crocs et des griffes qui percent les armures et la peau. Donc voilà, tu as quelque chose qui commence à muter dans sa tribu et dans elle-même. Et enfin, tu as The Fates Last Tricks.
avec son avancée dans les désolations du chaos, pour finir par son chemin final, arriver aux abords du monde, voilà, au bord où la réalité et le royaume du chaos commencent à s'effriter. On le sait, hein, si tu montes trop au nord dans les désolations du chaos, tu vas arriver aux failles qui mènent au royaume du chaos depuis la chute des pôles. Et Glory Above All, alors que la tribu récompensée de Eidir, c'est ça je crois la fille, j'ai déjà oublié son nom, Hades, pardon, voilà, de Hades arrive vers un espèce de plateau avec un arbre sinistre au centre, dominant un champ de bataille complet avec d'autres tribus en train de se battre. Elle va arriver à faire ok, je vous pète tous la gueule, je viendrai championne du chaos et je retournerai dans le vieux monde pour tout tabasser dans la gloire de mon dieu. Et lorsqu'elle va faire face au dernier opposant de la dernière tribu sur la colline de l'arbre, eh bien elle va affronter son frère qui est toujours en vie, qui lui aussi a passé des épreuves de sa manière, etc. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment son frère, ou si c'est un esprit, ou si c'est les dieux qui l'ont fait revivre juste pour la faire chier, et pour en faire l'affrontement final avec le frère qui tue la fille que tu suis depuis le début, avec Ottar qui détruit la gueule de sa sœur à grands coups de hache, parce qu'il n'y a aucune place pour l'hésitation ou la fraternité dans le chaos. Et c'est le frère au final qui tuera l'héroïne du roman, enfin l'héroïne de la petite nouvelle, et qui deviendra lui-même un champion du chaos. Donc clairement le petit clin d'œil, on a 5 pages hein, quand même, hein. On a 4 pages, un truc comme ça. Donc très 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 sympa le petit chemin du chaos, vraiment génial. Hein. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Ça montre bien toute la petite histoire. Beau happy end. Ah bah c'est du chaos les amis. Hein. C'est du chaos. Donc très sympa ce petit passage, j'ai beaucoup aimé. Parce que ça c'est cool je trouve qu'on ait ça dans l'histoire. Moi j'aime bien qu'ils fassent ça. Si ça parle tant de navires dans le livre, Games Workshop ne chercherait pas à nous préparer à des batailles navales. Ça serait incroyable, hein. Ça serait incroyable qu'on ait des batailles navales un jour, mais pourquoi pas. Écoutez, on peut toujours espérer. Et donc après, on passe dans le côté un peu jeu, bien sûr. On est à la 22e page, donc on a quand même 21 pages de lore sur un livre de 46, 48 je crois. Donc on a un peu plus de un bon tiers, hein, en tout cas du bouquin. Qui est du lore, donc moi j'apprécie beaucoup. On a le chemin de la gloire, donc comme vous l'avez compris, c'est clairement pour faire le clin d'œil à la quête pour le chaos, mais c'est aussi pour ceux qui se rappellent de ce mode de jeu dans la V6, dans la V5, pour ceux qui l'ont fait également dans les campagnes Mighty Empire qu'on pouvait avoir dans Battle. On a le principe de, vous voulez faire une mini-campagne sur un week-end, vous démarrez à 500 points, vous finissez à 1500 points, et au fur et à mesure que vous combattez, sur 4 batailles, eh bien, vos unités, celles qui ont survécu, gagnent des choses, et celles qui sont mortes obtiennent des malus, etc. C'est aussi le mode narratif de Age of Sigmar. D'accord, bah c'est parfait. On a toute la description de comment faire un chemin de la gloire, avec The Running the Campaign, Reward of Valors, les champions, donc les champions, la meilleure armée, faire les batailles, faire les points. Tout ça, c'est de la petite gestion. Clairement, c'est quelque chose que on a déjà fait de notre côté depuis très très longtemps, mais c'est donc officialisé par Games Workshop. Si vous voulez vous voir, vous aider, vous lancer là-dedans, c'est très sympa. Hein. Voilà, tu gagnes 3 CP si tu as fait une victoire croisante, 2 CP si tu fais une victoire, 1 CP si tu fais une égalité. Tu en gagnes pas si tu fais une perte. Tu combats par phase, tu gagnes un petit peu des espèces de valeurs de combat à chaque fight, et tu peux gagner des compétences de vétérans pour les unités qui ont survécu, des unités maudites avec les Losses Battlefield, donc tu peux avoir des persos qui sont moins bons, etc., ou des unités même qui sont moins bonnes. Tu peux gagner de la CC, bref, tout ça c'est des tableaux qui existaient déjà depuis très longtemps dans Warhammer Battle, mais ils les ont remis au goût du jour pour Games Workshop et Warhammer The Old World, en comptant un principe d'expérience obtenue selon les combats que tu fais. Tu gagnes de l'expérience selon certains critères, c'est marqué là-haut. Donc c'est vraiment très très bien. Franchement, c'est très sympa. Ça peut vous faire des trucs super cool. Tu peux avoir des bonus pour les commandants. Tu peux avoir des promotions
ou des morts définitives. Et donc t'obliger à changer ta liste d'armées parce que ton mec a perdu, il fait son jet et sur un des 6 il est mort. The character is slain and loses all of their veterans abilities along with any unspent XP. Le mode croisade de 40k également. Voilà, c'est clairement le mode croisade qu'on avait déjà depuis très longtemps mais qu'ils ont mis en place. Donc c'est très très cool. On a ensuite des scénarios qui sont développés avec la guerre dans les terres de l'ombre. On a donc des 500 points, des batailles à 500 points, d'où le fait que tu aies un no man's land de 15 pas et des déploiements beaucoup plus petits. Des tables un peu plus serrées en 30 par 44. On n'est plus sur du 60 60 pas comme les tables de Old World. Avec liste loup de mer, voilà, donc c'est clairement pour jouer chaotique, mais tu peux le changer. Là, c'est des scénarios à 500 points, bien sûr, avec les duels, etc. C'est des bons petits scénars. C'est toujours assez cool de pouvoir en développer toujours plus. Le looting et pillage, ça aussi, c'est cool. On passe à du 750, tu peux jouer à 500 comme à 750, avec le train de bagages, bien sûr, hein, qu'ils ont remis en place par rapport aux autres livres. Toujours sur des tables de 30 par 44, avec un no man's land de 15 pas et une zone de déploiement de 7 pas et demi. Donc tu as des trucs assez intéressants, tu peux jouer des armées d'humains, des armées de nuln, bref, ils te conseillent des petites choses, mais on est tous grands pour savoir s'aménager des petites batailles chacun. Looting the baggage train, donc on a littéralement encore une fois le principe du train de bagages qui est développé sur son socle de 100 par 60 pour avoir encore un peu plus de décor. Et on a The Hollowed Ground, qui est une bataille là aussi qui monte à 750 points, voire 500 points, avec encore une fois un objectif central. Encore une fois, ils font beaucoup de liens avec les livres qu'ils ont sortis avant. Pour ce qui est des scénarios, là aussi, ça peut vous inspirer. Faites comme moi, si je peux vous donner un conseil. Lisez ces scénars, essayez-les, et une fois que vous les avez essayés, eh bien, retransformez-les sur ce que vous voulez vous-même, pour mettre un peu plus de difficulté ou un peu moins de difficulté, ou les passer à des scénarios à 1000 points, à 1500 points. On peut faire nos propres campagnes, écrire nos propres histoires pour nos scénarios de guerre. Et exactement, Jérémy, c'est complètement même fait pour ça. C'est complètement fait pour ça. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Tu peux jouer à 750 points, même si encore une fois, je trouve que 500, 750 points, c'est très dur à faire pour apprécier complètement le jeu. C'est jouable, mais c'est dur à faire pour apprécier le jeu. Donc Games Workshop a l'air un petit peu de revirer sur sa politique. On sait que la première année de Warhammer The Old World, il te disait jouer à 2000 points, ça joue à 2000 points, parce que les persos sont forts, jouer en 2000 points, jouer en 2000 points, jouer en 2000 points. Et là, ils font de plus en plus du 750 points, voire du 500 points en développement, depuis 2 arcanes journaux, simplement, je pense, pour pouvoir toucher plus de joueurs, toucher une ribambelle de jeunes joueurs plus tournés sur « faut que je joue vite, j'ai pas le temps de peindre », et surtout... J'achète un bataillon, je peux le jouer, je peux faire tout ce que je veux, jusqu'à 750 points sans problème. Seulement, ils avaient adapté la forge de l'apothéose à The Old World, ça aurait été incroyable, j'avoue. Hop, prenez un bataillon et jouez avec. Exactement, exactement. Et je pense que c'est une très bonne idée, mais c'est un peu le souci que je vais dire pour ce livre, que je redirai à la fin, c'est que ils sont en train, avec ces techniques-là, d'essayer de faire ce jeu un jeu simple, rapide. Et je suis pas très pour. Il n'y a pas des scénarios pour plus de points? Non, malheureusement, tous ces scénarios-là, c'est pour des 500-750 points. C'est pour ça que je te disais ça, Louis. C'est que lisez les scénars, jouez-les les scénars, mais ensuite transformez-les pour en faire vous-même vos propres scénars qui peuvent être joués à 1000 points ou à 1500 points, voire à 2000 points. Mais très rapidement, en fait, c'est des scénarios qui existent déjà. Hein. Encore une fois, ils ne se cassent pas trop le huc pour vous faire des scénarios très très changés. Et on les comprend parce qu'ils marchent leurs scénars. Et ensuite, doigt dans l'engrenage, et après, c'est parti. Et ouais, on voulait s'appuyer dessus pour 1500 points samedi, ça sera triste. Bah, sinon, prends les miens. Ça doit pouvoir se faire avec les miens. Mais sinon, ceux-là, tu les lis et puis tu peux t'en débrouiller. Mais clairement, voilà. Si tu regardes bien, c'est surtout des scénarios pour essayer le chemin de la gloire. C'est surtout des scénarios pour essayer le chemin de la gloire. Donc de faire du 500 qui monte en 800 points, quoi.
Les petites armées, c'est plus cohérent pour les raiders, non? Oui, oui, bien sûr, hein, mais 1500 points de loup de mer, t'as 8-9 régiments. Et tes plus gros régiments, t'en auras des régiments de 22. Tu vois. Les parties de 2 heures le soir, quand tu découvres les règles, c'est bien aussi pour ne pas avoir trop de points sur la table. Évidemment, mais je suis complètement d'accord, Gamori. Complètement d'accord. Essayez de faire un jeu qui est bien pour les initiations, c'est très bien. C'est très très bien. Vraiment, c'est parfait. Mais encore une fois, je trouve qu'il se focalise trop sur 500-750 points, alors que le jeu, beaucoup de règles s'appliquent à 1000 points. Donc c'est... Ah. Tu vois, c'est jouer un peu en mode facile. C'est bien pour faire de l'initiation de jouer en mode facile, mais il faut pas que ça soit trop facile. Derrière, on a les mises à jour. Les mises à jour pour 2 unités. 2 unités mises à jour, les amis. Il faut changer votre page 62 du livre Horde sauvage et votre page 69, les maraudeurs du chaos. Officiellement, leurs stats ne changent pas. C'est toujours mouvement 4, CC 4, CT 3, force 3, endurance 3, 1 PV, initiative 3, une attaque pour le mec, 2 attaques pour le chef, commandement 6 pour le mec, commandement 7 pour le chef, infanterie régulière, c'est le socle, 30 par 30 officiel qui a été annoncé. Donc tous vos anciens maraudeurs, à partir de maintenant, il faut les passer en socle de 30 par 30. Adaptateur disponible chez Forge 3D, bien sûr, si vous le désirez, ou simplement carton découpé pour représenter la nouvelle taille. C'est bien toujours 5 minimum pour reformer un régiment de maraudeurs. Ils ont de base l'armure légère et l'arme de base. Ils peuvent avoir pour 2 points la grande arme, l'arme à 2 mains, ou pour 1 point le fléau. Ils peuvent avoir pour 1 point de plus le bouclier. Et enfin, ils ont les cultes du chaos, qui ne sont plus des marques du chaos. C'est là l'énorme différence qui est très 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 importante dans le lore de Warhammer. Recevoir la marque du chaos, c'est être un chaotique pur, c'est-à-dire connaître le vrai nom des dieux, savoir pour qui vous avez vendu votre âme et avoir commencé son chemin sur le chemin de la gloire. Alors que le culte en lui-même, la simple croyance, ce sont les cultistes qu'on peut croiser dans les villes impériales cachées, ou ailleurs, hein, comme le culte du plaisir, ou alors tout simplement être un habitant de Norsca qui a toujours connu cette civilisation-là. Donc on a les nouvelles, entre guillemets, marques de culte et non pas marques du chaos. Donc on a le chien, le corbeau, le serpent et le faucon, enfin le rapace. Toutes valent 1 point. Et elles ont toutes une règle différente de la marque du chaos du dieu en lui-même. Ce qui est vraiment, vraiment très bien, je trouve. On a derrière après toujours les états-majors payables avec les mêmes points. On a toujours le chef qui peut avoir 25 points. Et on a toujours une unité par tranche de 1000 points qui peut être embusqueur pour 1 point. Peut changer son close order en tirailleur pour gratuit. Peut changer son close order en open order gratuitement. Et une seule unité de maraudeur par tranche de 1000 points peut avoir un étendard de 50 points. Par régiment, donc ça c'est cool, une seule encore une fois par tranche de 1000 points. Ils ont toujours le close order de base, ils ont toujours la marque du chaos universel de base, le mur de bouclier, la bande de guerre qu'ils avaient déjà, mais ils gagnent la règle horde. Les maraudeurs ont gagné la règle horde pour avoir toujours plus de bonus de commandement, même sans avoir mis les personnages dedans. Donc tu mets 3 lignes de maraudeurs, enfin tu mets un régiment de 4 lignes de maraudeurs, et bien tu as des maraudeurs à commandement 10 grâce à la bande de guerre, si tu as payé un chef de régiment dedans. Voilà, étant infanterie régulière, n'oubliez pas qu'il faut qu'il soit 5 en ligne pour former une ligne valable au-delà de la première. Cette histoire de socle, une galère quand tu veux resocler en masse les vieilles figurines, et sinon Mister Alatar, t'en as rien à foutre aussi, hein, clairement. Hein. Je vous rappelle que c'est dans les premiers livres, dans les premières pages du livre de règles. Si vous n'avez pas les nouveaux socles, c'est pas très très grave. Les cavaliers maraudeurs, même point pour ce qui est des stats, ce sont les mêmes. Leurs socles sont bien du 30-60. Ils doivent prendre soit les lances de cavalerie, soit les lances, les javelines. Throwing Spears, je crois que c'est les javelines de mémoire. C'est gratuit, donc autrement dit, de base, soit à la lance, l'armure légère, le bouclier et l'arme de base. Soit tu as la javeline, l'arme de base, le bouclier et l'armure légère. Salut Mask Painter, j'espère que tu vas bien. Ils ont pour 1 point de plus les fléaux. Ils peuvent prendre l'une de ces 3, donc c'est soit le fléau, soit la javeline, soit la lance. L'un est payant, les autres sont gratuits. Ils peuvent avoir en plus d'une de ces 3 armes les haches de jet.
Tu peux avoir les nouveaux cultes, tu peux avoir l'état-major, tu peux avoir 25 points d'objet sur un de tes personnages, enfin sur ton chef de régiment. Tu peux avoir pour 1 point par modèle la règle embusqueur, tu peux être de Open Order à tirailleur gratuitement, et tu peux avoir un étendard magique pour 50 points, une tranche par 1000 points. Ils ont toujours cavalerie rapide, tirée fuite, marque du cas universel, Open Order, rapide et bande de guerre. Je me souviens plus s'ils avaient déjà le tiré fuite, les maraudeurs. Parce que comme vous le savez, j'ai regardé mon lore, mais j'ai pas regardé les règles. Je sais plus s'ils avaient le tiré fuite de base, les cavaliers maraudeurs. Mais bref. Ils n'ont pas le fuite feinte. Attention par contre, c'est important. Donc voilà, très sympa. Et on va donc jeter un coup d'œil sur les traits du chaos et les cultes. Alors on va d'abord regarder les cultes, si vous le voulez bien. Embusqueur, c'est nouveau aussi, on l'avait que dans les loups de mer. D'accord, ok, bah, très bien. Les cultes du chaos, c'est donc les nouvelles marques, si vous voulez. Ce ne sont plus des marques, mais des cultes. On a donc des nouvelles règles qui s'appliquent pour all models that represent members of the Marauders tribes have the Mark of Chaos undivided list among the special rules. Some have the option to replace Mark of Chaos undivided with the mark of a specific God Chaos. Unit of Chaos Marauders and Marauder Horsemen instead have the option to belong of the Chaotic Cult. Autrement dit, dans certaines armées, vous pouvez remplacer vos marques du chaos universelles par des marques du chaos. Mais là, les unités de maraudeurs, maraudeurs cavaliers, et les unités de maraudeurs et les unités de cavaliers maraudeurs peuvent choisir des cultes à la place des marques. Un modèle ne peut pas choisir plus d'un seul culte, évidemment. Un personnage avec une marque du chaos peut joindre une unité de n'importe quel culte, apparemment. Alors ça par contre je suis pas super fan. J'ai bien compris. A unit belonging to any chaotic cult as normal. Donc pour moi, avoir une marque du chaos ne t'empêche pas d'aller dans un culte différent. Parce que c'est des cultes et des marques du chaos, c'est pas la même chose. Voilà. J'aimais bien le fait que les Nurgle ne peuvent aller qu'avec les Nurgle, etc. Comme on avait avant, mais bon. Ils ont gagné bouclier en embusqueur pour moi. D'accord, ok. Ok. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier quand tu parles de culte du chaos, une fois par bataille, pendant la sous-phase de commandement, une unité possédant un culte peut implorer l'aide de son dieu en faisant un test de commandement. Si tu le réussis, jusqu'à ta prochaine phase de début de tour, tous les effets de ton culte s'activent. Si tu l'échoues, tu loupes ta croyance au culte. Ce qui fait que ça ne fonctionne qu'un tour. Pour toute la bataille. Pour un point. Si tu es du chien, tu as plus 1 de CC. Donc tu passes à CC 5 pour des maraudeurs. Si tu es du corbeau, tu gagnes plus 1 d'endurance. Si tu es du serpent, tu gagnes attaque empoisonnée. Et si tu es du rapace, tu gagnes une invulnérable de 6 contre les blessures non magiques. Mais ça ne dure qu'un tour. Utilisable qu'une seule fois dans la game. Et tu peux le louper. Pour 4 points, tu prends les calculs, c'est legit. Non, parce que tu ne peux en avoir qu'un seul. Cannot belong to more than one chaotic cult. Tu ne peux en avoir qu'un seul pour la bataille. Et ça, ben je trouve ça très lore. Tu peux avoir qu'un culte par armée. Non, par régiment. A model cannot belong to more than one chaotic cult. Je trouve ça super sympa, moi.
Le fait que ton truc il fonctionnera qu'un seul coup. Après, le puissant d'enduit il est cool. Le puissant de CC est intéressant. Le poison attack est très fort, je trouve. L'invulnérable 6 aussi est très intéressant. Mais un tour quoi. Et ça veut dire hein, que... Alors, est-ce que ça enlève ta marque du chaos universel? Some of the options to replace the mark of chaos undivided with the mark of specific chaos unit of marauder instead have the option to belong to a chaotic cult. Donc non, ça leur enlève pas le chaos universel, j'ai l'impression. Chaque unité peut avoir son culte, mais ce sont clairement pas les préférés des dieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on est d'accord que ça leur enlève pas leur marque du chaos universel. Donc, c'est pas marqué, hein, on est bien d'accord. Vous me confirmez le chat. C'est marqué nulle part que tu perds ton chaos universel. On est d'accord, très bien. Ce qui fait que tu as des maraudeurs du chaos qui sont relance peur, relance panique, relance terreur, et qui, une fois par game, peut devenir attaque empoisonnée. Soit ils ont marque du chaos universel, soit ils ont celle d'un dieu. Ouais, c'est ça. Alors non, attention, ils n'ont pas celle d'un dieu. Attention. Parce que si tu regardes la liste maraudeur, maintenant, la vraie page maraudeur, tu n'as plus accès aux marques des dieux. Tu n'as plus qu'accès au culte. Par contre, tu gardes la marque du chaos universel. Donc il n'y a plus de maraudeurs de cornes, si j'ai bien compris. Ça n'existe plus. Il y a des maraudeurs du chien, mais il n'y a plus les maraudeurs de cornes. Et Yann, hein, tu vois, il n'y a plus le choix hein, pour faire avoir un maraudeur de Nurgle. T'as un maraudeur du culte du corbeau. Remonte le paragraphe supérieur où il avait le choix des cultes, pas eu le temps de le lire. Correct, ce sont des cultes pour les maraudeurs. Oui, mais c'est ça, je veux bien être sûr de ne pas vous dire de conneries. Hein. Donc là, voilà. All models that represent members of the Marauder tribes have the Mark of Chaos Undivided list among their special rules. Comme c'est décrit. Pour certains, ils ont l'option de la marque du chaos universelle. Ils peuvent la remplacer par des marques du chaos, d'autres marques du chaos. Mais les unités de maraudeurs et les unités de cavaliers, à la place, ont accès au chaotique culte. C'est un remplacement de la marque du chaos. Ouais, c'est ça, voilà. Instead, c'est à la place. Donc voilà. Ça, c'est cool, hein, je trouve. C'est vraiment l'or. Hein. Vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis surtout, ça te fait un peu de variation de gameplay. Tu vires la marque du chaos. C'est ça, tu n'as plus les marques du chaos. Par contre, tu gardes la marque du chaos universelle. Et ça, c'est bien. Donc potentiellement, plus la marque universelle. Pour moi, il la conserve. So have the option to replace the mark of chaos undivided with the mark of specific chaos god. Instead have the option to belong to a chaotic cult. Dialogue de sourd. Pourquoi c'est un dialogue de sourd? On essaie de comprendre tous ensemble. Model cannot belong to more than one chaotic cult. A character with the mark of chaos can join a unit belonging to any chaotic cult as normal. C'est pas clair, mais ça serait logique de cumuler, sinon je l'achète pas. Bah oui, parce que sinon, oui, personne va l'acheter. Personne va les acheter, ces trucs-là. C'est pas une armée d'infamie, donc on peut les prendre avec les biquettes. Ma compréhension, ça revient au même que les marques des dieux en termes de remplacement, donc non, tu ne gardes pas la marque du chaos universel. Ouais. Ben écoutez, mais peut-être me trompe-je. Bah vous me direz dans les commentaires YouTube pour ceux qui voient ça. C'est vrai qu'il y a certains ont le choix de remplacer la marque du chaos universel par des marques spécifiques de chaos. Ouais. Attendez. The entire unit may belong to a single chaotic cult. Ok? Donc l'unité entière peut appartenir à un culte du chaos. Ne bougez pas.
Parce que quand même, je l'avais prévu. Alors que l'ancien texte, pour les maraudeurs du chaos, te dit... peut remplacer la marque du chaos universel par la marque de Korn, la marque de Nurgle, la marque de Slanesh, la marque de Tzeentch. Ce n'est pas marqué remplacer la marque du chaos universel. Il y a une différence importante. Pour moi, ça ne la remplace pas. Tu conserves bien ta marque universelle. Moi, je pense que oui. Hein. Et dans certaines listes, certaines unités ont à la place, les maraudeurs ont. Voilà, d'accord, ok. Juste un mot pour être... C'est gentil, la différence. Donc, voilà. Arrête, dit qu'au lieu de remplacer par une marque des autres dieux, tu peux appartenir à un culte. Voilà, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Voilà, mes amis, pour ce qui est donc des nouveaux cultes. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et enfin, ça parle bien de la règle qui est remplacée par les maraudeurs. Bref, ils ont une super KO Unidivided et c'est cool. C'est ça. Ça sent la question de FAQ, ça. Oui, oui, clairement, Nodashi. Clairement. Et enfin, il y a les traits du chaos. Alors ça, les traits du chaos, les traits chaotiques. Ces traits non naturels, les bénédictions des dieux noirs sont représentés par des traits chaotiques, des espèces d'upgrades valables pour certains modèles qui croient au chaos. Certains personnages et unités dans les armées de guerriers du chaos peuvent avoir des traits chaotiques. Les seigneurs du chaos et les sorciers seigneurs du chaos peuvent avoir 2 traits chaotiques. Les champions exaltés, les champions aspirants, les sorciers exaltés et les chefs de tribus maraudeurs peuvent avoir un trait du chaos. Accrochez-vous, accrochez-vous. Les guerriers du chaos et les chevaliers du chaos peuvent avoir un trait du chaos, l'unité. Les élus du chaos et les élus chevaliers du chaos peuvent avoir 2 traits du chaos par unité. Les maraudeurs du chaos, les chevaliers, enfin les cavaliers maraudeurs et les berserkers maraudeurs peuvent avoir un trait du chaos et les chevaliers Huskarl peuvent en avoir 2. The profile given for Chaos Marauder, donc il faut prendre bien en compte les nouveaux profils. Et vous avez les nouveaux traits. Unnatural Fortitude, 20 points par personnage, 2 points par unité, enfin 2 points par modèle dans l'unité. À moins d'être en armure lourde ou en armure de plate, tu gagnes 1 d'endurance. Je précise que je crois ne pas me tromper en disant que c'est cumulable avec les marques du chaos, ça. Hein. Vous vous plaignez de certaines unités du chaos pas super fortes? Attendez, calmez-vous. The Dark Earths, donc les mots durs, le regard dur, bref. 20 points par personnage, 1 point par figurine dans l'unité. Seulement infanterie ou cavalerie. Ceux qui ont ce trait font un -1 au moral lors des... -1 au moral lors des tests de break de votre ennemi, sauf s'il provoque la terreur ou s'il immunise la psychologie. Donc en gros, t'as des mecs t'as des mecs qui te font faire la terreur alors que c'est de l'infanterie ou de la cavalerie. C'est très fort en termes de gameplay, très très fort. Les Long Striders, donc les longs pas, les grands pas, pardon, 15 points par personnage, 1 point par figurine dans l'unité, une seule par tranche de 1000 points, très important. Tu gagnes la règle avant-garde. C'est pas spécifié. Hein. Par contre, voilà, il faut pas avoir une armure lourde ou une armure de plate. Voilà, pardon, j'ai oublié de préciser. Les réflexes impressionnants. Coucou les elfes, hein. Bonjour.
10 points par personnage, 1 point. 1 point par figurine dans l'unité. Si tu combats avec une arme de base, t'as plus de l'initiative. Une arme de base, non magique, non ensorcelée, et ne s'applique pas à la monture. C'est clairement des bonus pour les maraudeurs. Voilà, voilà. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Battle Hunger, donc la... C'est quoi, c'est les dévoreurs ou la... Ah oui, non, c'est la rage du combat. La volonté d'aller au combat. 10 points pour le personnage, 20 points pour une unité en plus. C'est sûr que c'est non ensorcelé, je vais relire. Infanterie uniquement, tu peux charger 2 pas plus loin, déclarer une charge 2 pas plus loin que ta déclaration de charge normale, et additionner à ta charge ou à ta poursuite un D3. C'est très très cool. Ah oui, non, voilà, pardon. Ça s'applique pour les armes à une main ou les armes ensorcelées à une main. Pardon, excusez-moi, voilà. Voilà, c'est... Donc ça s'applique aussi au guerrier du chaos. Voilà, guerrier du chaos, arme de base. Ah, moi je veux bien. Pour 1 point. Ça fait des guerriers du chaos à initiative 6. C'est ça, hein? Attendez, je vérifie. Hein. Juste pour être sûr. Oui, c'est ça. Guerrier KO, arme de base, bouclier, bonus initiative. Vas-y, viens me charger. PA-1, un guerrier du KO, n'oubliez pas. Hein. Ça tape plus vite que les elfes. Ça dépend. Ça dépend. Mais oui, c'est quand même chaud. Donc la charge, un espèce de rapide pour l'infanterie. Ça, moi, je le joue en homme bête et c'est très fort. Donc guerrier du KO, très content. The Brazen Wheel. Donc ça va être une voilà, infanterie ou cavalerie, 15 points pour l'unité, 10 points pour le personnage, résistance magique -1, toujours intéressant. Et le regard du prophète, alors ça, ah là là là, alors ça, 10 points pour une unité, 10 points pour un personnage. La règle spéciale des scouts, si t'as une unité comme ça dans ton armée, l'ennemi ne peut pas se déployer à 12 pas ou plus de cette unité, mais 18 pas ou plus de cette unité. Et la règle embusqueur ne peut pas faire popper tes unités à 8 pas de cette unité, mais 12 pas de cette unité. In-hand Reflex, ça fait des armes lourdes à initiative 3. Non, parce que c'est bien précisé. If the model is using two hands weapons... ou other sort of weapons, the chaotic trait ceases to apply. Donc tu peux pas l'utiliser avec des armes lourdes. Les elfes sylvains adorent le prophetic foresight. Non. Donc littéralement, t'as un truc qui t'empêche de popper autour de cette unité. Donc pour protéger tes flancs, pour éviter que t'aies des embusqueurs ou des éclaireurs qui arrivent, c'est incroyable. Incroyable la règle. Alors là, en géométrie de table, c'est génial. Tout simplement parce qu'ils ont des visions du futur et ils peuvent prédire où est-ce que tu vas popper. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors encore une fois, tout ça a un tarif, hein, les amis. Tout ça se paye. On sait déjà que les armées du chaos, guerriers du chaos, sont chers. Mais là, t'as vraiment des trucs couteau suisse as fuck, quoi. Couteau suisse as fuck. Et il te précise bien, voilà, qui peut les avoir. Donc, guerrier du chaos, chevalier du chaos, chevalier élu du chaos, élu du chaos, cavalier maraudeur, maraudeur, berserker et les champions. Donc c'est clairement pas tout le monde dans les guerriers du chaos, hein, on est bien d'accord. C'est bien précisé qui peut avoir quoi. Tu peux pas non plus l'utiliser avec une arme de base additionnelle, le Enhanced Reflex, si je comprends bien. Oui, parce que c'est marqué une arme de base ou une arme ensorcelée. Putain, attendez. Donc le réflexe, c'est only applies to a single non-magical unweaponed or unsorcered weapon and does not apply to a model mount, donc pas à sa monture. Si tu utilises une deux mains ou n'importe quelle sorte d'arme, donc lance, hallebarde,
double arme, tu ne peux pas utiliser le plus de l'initiative. Eleus Karl, tu sacrifies l'armure lourde pour plus 1 endurance, soit endurance 5, et rallonge les charges. Waouh. Non, parce que rallonger les charges, c'est uniquement infanterie, les amis. Attention, attention, attention. Hein. Et tu peux faire des armées à thème énormes, clairement. Hein. Voilà, c'est plein de petites spécificités, les amis. Hein. C'est plein de petits tricks. Mais j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ce qui fait en effet que des maraudeurs du chaos, armure légère, bouclier, arme de base, tu peux leur payer le plus 1 d'endurance pour 2 points par modèle. Et pour un 3e point, ils peuvent avoir une fois par tour plus 2 d'endurance. Donc monter pour des humains à endurance 5. Pour un tour. Ils ont droit à un seul trait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Sauf que le deuxième, c'est le culte de Nurgle. Le culte de Niglen. Culte de Niglen, tu peux gagner 1 d'endurance pour un tour. Si tu réussis ton test de commandement. Donc avant une charge ou avant de te prendre une charge. J'aime bien. Jusqu'à un maximum de 10. Hein. Faut pas pousser quand même. Et ça aussi sur les personnages. 20 points par contre sur le personnage. Hein. Ça commence à être costaud quand même. Voilà, voilà. Les berserk et les Uskarl ont endurance 4 de base. Tu peux faire une armée endurance 5. Ouais, tout à fait. Tu peux cumuler sur World Builder, mais il n'y a pas encore les détails des restrictions. Ouais, bah oui, il faut faire attention. Hein. Sur Builder, il faut bien penser aux restrictions, les amis. La nouvelle magie, le lore des terres sombres, bien sûr. Donc, in addition to the lore of the battle magic, demonology and dark magic, c'est uniquement pour les sorciers du chaos. Donc pour les sorciers aspirants ou les lords de sorciers. Les gores finalement c'est les maraudeurs mais avec un peu de consanguinité. Non, c'est à peu près ça, ouais. Donc le sort signature c'est un blast, donc un gabarit de 3, donc le petit gabarit que tu vises sur une unité qui dévie de D3 plus 1. Mais tout ce qui est sous le gabarit c'est force 4, PA-3. En blast magique, valeur 7+, portée de 15. Ok. Voilà. Alors vraiment, le gabarit qui dévite D3 plus 1 dans un pack d'elfes force 4 P1-3, c'est terrifiant. Hein. Clairement terrifiant. Derrière après, en termes de sortilège, le numéro 1, on a encore un blast. L'unité ennemie subit 2d6 touches force 3, PA-1. Une unité qui a eu au moins une blessure non sauvegardée doit faire un test de panique. Intéressant, ma pauvre garde maritime qui n'a pas de domaine des tempêtes et des brumes, moi je sais. Ouais. Le Veil of Gloom, un enchantement, 9+, portée de 15. Donc jusqu'à votre prochain tour, vous avez une invulnérable de 4+, contre les armes à gabarit. Et vous avez une invulnérable de 5+, contre les armes de tir. Enfin, tout ce qui se passe dans la phase de tir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le vortex des ténèbres. Encore un blast. Un vortex à 10+. Pas facile à lancer. Portée de 15. Reste en jeu. Petit gabarit de 3. Avec le trou central à 15 pas. Tac, 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 tac. Terrain difficile. ID de D6. À chaque début de tour. Toute unité ennemie ou amie. S'il est touché. 3d6 touches force 2. Sans armure. Voilà, voilà. 3d6 touches force 2 pour un vortex sans armure. Très bien, très bien. Les assaillants des ombres. Sort d'assaut 8+ en combat. Une unité ennemie se prend 3d6 touches force 1 sans armure ni régénération. Ça va, c'est force 1. C'est un peu la ville nuée des hommes bêtes, mais moins bien. Parce que c'est au corps à corps et c'est 3d6 et pas 5d6. Ok, ok. The Crawling Mist, un sort de transfert en 6+ ou en 9+, lancé sur toi-même. Si tu le réussis à 6, une seule unité peut faire un mouvement de réserve. Très intéressant. Et si tu le fais à 9 ou plus, tout ce qui est à 6 pas
peut faire des mouvements de réserve. Putain, des mouvements de réserve avec des guerriers du chaos. Oh là 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 là. Et les chaînes des ténèbres, c'est une malédiction à 8 plus de lancer, 18 pas de portée, -1 au mouvement et au corps à corps, pardon, -1 au mouvement et au commandement pour une unité ennemie jusqu'à la prochaine phase de début de tour. Pouf. Eh ben il est sympa. Nouveau domaine très sympa, accessible uniquement pour les guerriers du chaos. Très sympa. Il est assez vénère le domaine. Hein. Il est assez vénère. Il y a beaucoup de trucs que je te tape, t'as plus d'armure. Hein. Si je fais des 6, tu vas pas aimer. Derrière, pour finir, les amis, ben, les armes, les équipements magiques des Shadowlands. Les pages suivantes sont des objets communs à rajouter dans le livre de règles de Warhammer The Old World. Ils peuvent être pris par n'importe quelle armée, comme les objets communs. Ceux avec des astérix peuvent être considérés comme des objets extrêmement communs. Donc ça, les amis, c'est pour toutes les armées du jeu, même les armées légendaires. Et c'est là que j'aime pas. Alors, je vais faire mon chieur, mais vous allez voir ça. The Cackling Blade, donc la lame cactante, 65 points. Tu gagnes D6 attaque magique plus 1 en force, PA-1. Mais si tu fais un 6 sur ton D6, tu perds un PV. C'est un peu une lame démoniaque. Plus 1 en force, PA-1, D6 attaque en plus. C'est sympa, mais 65 points pour moi, c'est trop cher. Mais c'est un peu l'épée démoniaque qu'avait Archaon. Si tu fais trop d'attaques, ben, tu te blesses toi-même. Même si elle est quand même beaucoup moins punitive que celle d'Archaon. Le marteau du météore, 50 points. Là, on commence à être intéressant. PA-3, force du combattant, 2 mains. Mais tu blesses toujours sur 3+. Blesse toujours sur 3+. PA-3. Ça remplace le livre de règles des guerriers du chaos présent dans le livre où c'est une faction supplémentaire. C'est un add-on, Lord Tywin. C'est-à-dire que c'est marqué où est-ce que ça remplace la page. T'as que 2 pages à remplacer. Et tout le reste s'additionne. C'est de l'addition, c'est pas de la suppression. Il n'y a que 2 pages qui changent. Celle des chaos maraudeurs et celle des chaos maraudeurs horsemen. Non mais purée quoi. Ouais. Le marteau, lui il est craqué et on risque de le voir partout. Hein. Alors là clairement celui-là il est immonde. Ça pour les personnages forts c'est costaud. Hein. À quoi ça leur sert un mec du chaos force 15? C'est ça. Donnez ça aux elfes noirs, j'avoue. L'épée de la forge démoniaque, 30 points. Enfin la hache, pardon, démoniaque, c'est plus 1 en force, PA-1, attaque enflammée, attaque magique, Armor Bane 3. Donc on a l'épée de puissance, les amis, à 20 points qui te donne juste PA-1, force plus 1. Et là, pour 10 points de plus, t'as Armor Bane 3, attaque enflammée. Donc si tu fais un 6, t'as moins 4 d'armure. Ok. Et enfin, l'épée de Sorrow. Alors, je sais plus comment on le traduit, Sorrow. L'épée de renvoi, l'épée... bref, une épée à distance. C'est une missile weapon. Elle ne peut pas être utilisée au corps à corps. Donc, c'est une espèce d'épée boomerang. 30 pas de portée, force 5, PA-1. Armor Bane 2, Magical Attack, blessure multiple 2. Donc, tu as une espèce de tir unique de force 5 à portée de 30. Si j'entends un joueur du chaos qui me dit j'ai hésité sur les objets magiques, je me chier dessus avant même les premiers jets de dés. C'est pour tout le monde ça, hein, c'est pas que pour le chaos ça. Hein. L'épée du chagrin, merci beaucoup, l'épée du chagrin. Sorrow, merci beaucoup. Donc ouais, c'est une espèce d'épée boomerang que tu balances. Un tir, force 5, PA-1, blessure 2. Bon, ouais, pourquoi pas. 30 points, ça fait un peu chier. Tous les persos de l'ordre peuvent utiliser ces armes maléfiques. Moi, pas fan des partis pris. Alors attends, Gildan, c'est pas fini. Armure magique. Le bouclier de lévitation. 25 points. Infanterie uniquement. Tu peux utiliser tes armes à 2 mains.
et ton bouclier en même temps. « 25 points quand même. 25 points, c'est cher pour un point d'armure. Il est combo avec le marteau, lui. Ça va être horrible. Parce que c'est pas précisé que ça doit être une arme non magique. Voilà, voilà. Mon préféré. Le Aubert Trailblazers de la... Le Aubert lumineux. Trailblazer, je sais pas comment le traduire. Le bouclier plus la hache frontalière. Ouais, j'avoue. Ouais, là, je vous rappelle que les nains, vous avez accès à rien de tout ça. Puis vous n'avez pas le droit aux objets communs. Chez les nains. Seulement pour les infanteries, le Aubert est une armure lourde qui te donne mouvement à couvert et éclaireur. Intéressant. Moi j'aime bien, ça c'est pas pété, c'est un bon objet, c'est cool. Le Aubert du trait blasé. Non, ça ne marche pas. J'aime bien, ça c'est sympa, ça peut faire une petite surprise. C'est pas pété, c'est 20 points, ça peut faire un petit peu de sympathie. De trucs sympathiques. Le talisman de la fortitude, 35 points. Infanterie ou cavalerie, t'es immunisé aux blessures multiples. Tu prends qu'un seul PV contre les blessures multiples. Ça c'est sympa, pareil, 35 points, c'est assez cher. C'est... Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est des objets, tu vois, que tu as envie de mettre parfois. Ça, par exemple, pour un Minotaur, c'est super sympa pour éviter les blessures multiples. C'est toujours cool. Le talisman de la peau blindée, infanterie uniquement. Tous ceux qui touchent le porteur de ce talisman doivent relancer les 6 pour blesser. Ça, à 30 points. Note that magic item does not work against attack that hit automatically. Ok. Mais c'est précisé during the shooting phase or combat phase. Donc pour les personnages d'infanterie, et une infanterie uniquement, c'est très bien d'avoir précisé, tu dois relancer les 6 pour blesser au tir et au corps à corps. Ça te protège énormément des coups fatals. Ça par contre vraiment pour le coup fatal c'est un... Ça te protège. Hein. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Mon talisman plutôt sympatoche, j'aime bien. Mais ça aide pas les canons. Non, c'est ça. Et là, on va commencer à rentrer dans le chiant. Les bannières. La bannière du tenez bon. 50 points. Infanterie uniquement. Le régiment qui perd un combat et qui se replie en bon ordre avec cette bannière peut se replier en bon ordre même si la PU adverse est plus du double que lui. Et cette bannière, j'en ai longuement discuté avec Julien qui m'a aidé à organiser Ludirama, enfin qui est venu m'aider à l'organisation de Ludirama ce week-end. On a une autre bannière dans le jeu qui est aussi à 50 points, qui est la bannière détermination, qui donne à ton régiment obstiné, qui te permet, selon n'importe quel résultat de combat, de ne pas jeter tes dés de commandement et de faire un repli en bon ordre. Mais là, ça t'explique que tu peux, et que la règle obstinée, on le rappelle bien, quelle que soit la PU adverse, tu te replies en bon ordre. Une seule fois par bataille, la première fois que tu perds un combat. Là, on est sur une bannière qui s'utilise tout le temps. C'est pas une fois par bataille, c'est tout le temps. Et qui te permet, si jamais tu fais ton score de commandement dans le modificateur, c'est-à-dire entre ton commandement et le modificateur, donc si tu as commandement 8, tu as eu moins 4, tu as fait 6, eh bien, tu te replies en bon ordre, même si l'adversaire est x2 en termes de PU, ou plus. Mais ça t'oblige à faire ton test, contrairement à la bannière détermination. Donc au début, j'ai pété un câble en me disant, mais putain, elle sert plus à rien la bannière détermination, tu mets celle-là et tu réussis tout le temps tes replis en bon ordre et tu es plus jamais renversable par les modificateurs de PU.
Mais non, il faut quand même tester. Certes, ça fonctionne tout le temps, mais il faut tester à chaque fois. Et si jamais tu as commandement 9 mais que tu fais 10, 11, 12, ah bah là, ta bannière à 50 points, elle sert plus à rien. Donc, c'est infanterie uniquement, mais alors ça va être posé dans certains trucs... Voilà, ça va être chiant. Le chef Elfe Sylvain qui a son commandement qui ne bouge pas aime cette bannière. Ouais, c'est clairement pas fait pour ça, mais oui, c'est assez intéressant pour aller cliquer quelqu'un au corps à corps. C'est ça. Mais n'oubliez pas que ça reste un repli en bon ordre. Hein. Autrement dit, tu te refais recharger derrière. Hein. Bref. Le totem de colère, 50 points. Tu augmentes ta PA de 1 et tu relances tes 1 à la blesse quand tu charges. Pour 50 points. Ça les amis, c'est la règle du qui coupe. Qui devient accessible à toutes les armées pour 50 points. Tant que tu peux avoir une bannière à 50 points. Mais Games Workshop, pourquoi? Et là, vous voyez un petit peu où on va en arriver, parce qu'il y a des objets qui sont littéralement... Cette règle, c'est la spécificité de mon armée, il n'y a que moi qui peux le faire. Eh bien, TG, cet objet me permet de le faire dans n'importe quelle armée. Et on est sur un truc linéaire qui commence à se développer en disant « Ouais, mais il y a des factions qui ont ça et on voudrait que les autres l'aient aussi ». En mode sustain hit, où je peux l'avoir dans toutes mes armées selon mes armes et selon mon gameplay. Fuck off, quoi. Ça, clairement, c'est une bannière. En plus, 50 points. Je trouve que c'est cher pour un régiment, 50 points. Parce qu'en plus, il faut charger. Hein. Il faut charger, les amis. Hein. Comme les orques. Bref, c'est moi, je trouve ça chiant. Voilà, je trouve ça chiant. Et c'est pas fini. La bannière, -1 pour être touché au tir pour 30 points. Ben pareil, c'est une bannière qu'on avait chez certaines armées ou des marques du chaos qu'on avait chez certaines armées qui devient accessible pour 30 points à beaucoup d'unités. Et ça, -1 pour être touché. Alors je vous laisse imaginer. Danseur de guerre, tirailleur, -1 pour être touché. Portant la bannière, -1 pour être touché. -2 pour les toucher, arrive au corps à corps, ils font la danse, -1 pour être touché. -2 constant. Bref. 30 points, intéressant, mais là c'est le gameplay. C'est question que tout le monde peut l'avoir. Celle-là, ça me dérange pas. Et celle-là, alors celle-là, ça par contre c'est très bien pour les elfes. Ou les gobelins. 25 points, l'unité qui a cette bannière ne subit plus d'attaque de piétinement. Immunisé aux attaques de piétinement. Énorme contre le chaos, les hommes bêtes, etc. Un anti-sphinx de Khemri, voilà. C'est en du 3, c'est un plaisir, tout à fait. Quoi? Graou qui gueule. J'achète 25 points. 25 points. Voilà. La tapisserie du monstre, du chasseur de monstres. J'en prends 2 caisses pour les 30 ans à venir. Ceux qui la portent ont l'habitude de combattre sur les terrains du vieux monde, dans les combats du vieux monde, les plus dangereuses bêtes et vivre pour raconter leur histoire. Il me manque juste une étoile sur la tapisserie, quelle horreur, quelle horreur. Parce que vous le savez, hein, les elfes, tout ce qui est endurance 3, peu d'armure, détestent les attaques de piétinement parce que c'est des attaques gratos qui leur font extrêmement de dégâts et ça fait beaucoup hein, de points et annulés, entre guillemets, sur les marques que tu peux mettre avec des attaques elfiques. On déteste les monstres, hein, les elfes, parce que justement ça nous met des attaques gratos qui nous touchent même pas.
C'est très fort, mais alors là, un truc comme ça sur les lions blancs, voilà, comme tu dis, Chogoris, hein, ça sur les lions blancs. Miam miam. Les objets enchantés, les amis. Le Archlighting Road pour 40 points, une seule utilisation, sous phase de commandement. Si t'es pas engagé au combat, tu peux utiliser le Archlighting Road avec un test de commandement de ton propre commandement. Si ton test est réussi, jusqu'à la prochaine phase de début de tour, toutes les unités ennemies ne peuvent plus voler. Donc vous voyez les Bretoniens, avec votre corps utilisable tous les tours pour 50 points, bah là pour 10 points de moins, tout le monde peut l'utiliser. Sauf que 10 points de moins pour une seule utilisation. Donc si tu loupes ton test de commandement, tu l'as payé pour rien, hein, on est bien d'accord. Les Bretoniens qui se gaussent. Il a été fac le corps, c'est single use, non? Ah, il a été faqué? Ah, il a été faqué? J'étais pas au courant. Ah, c'est bizarre ça, on me l'a pas dit, hein. La dernière fois que j'ai affronté un Bretonien. On me l'avait pas dit, hein, la dernière fois que j'avais affronté un Bretonien. Et ils ont baissé son coût en points ou pas? Ils ont baissé son coût en points ou pas? Parce qu'il était à 50 points si je me trompe pas, le corps bretonien. Ah oui, donc par contre les Bretoniens se font niquer donc. Il est à 45. Oui, bah il est remplacé par celui-là alors. Là, clairement, donc s'il est il a donc plus aucune utilité. Même pas, il est toujours à 50. Ils peuvent prendre les deux. Par contre, ils peuvent prendre les deux, en effet. Ils peuvent en prendre deux, les Bretoniens. Les Bretoniens, ça fait 100 points d'investi, mais il n'y a pas de vol pendant 2 tours si tu réussis tes tests de commandement. Bon, 100 points pour pas de vol, c'est quand même beaucoup investi. Hein. La potion de ferveur, 30 points, une seule utilisation. Tu l'utilises dans ta phase de commandement. Tu la bois direct, il n'y a pas de test à faire. Tu la réussis, tu la bois et tu gagnes des 3 attaques. Ça me rappelle la potion de frénésie ou la potion d'attaque, je sais plus. Ça me fait très plaisir de le voir. C'est le retour des vieilles potions qu'on avait dans Battle. Qui peuvent te transformer en une petite brute de corps à corps. C'est rigolo. L'orbe biclamique. Ouais, alors ça aussi. Alors. L'orbe, utilisable une seule fois pour 20 points. Ça te donne accès à un sort de malédiction à 8+, que tu lances sur toi-même. Qui fait que tout sorcier ennemi à 15 pas autour de toi subissent le drain de magie des hauts elfes. De la haute magie en fait. Et voient leur sort plus dur d'être lancé de 2 points. C'est littéralement le sort drain de magie. Utilisable qu'une seule fois. En objet de sort 1, donc il faut faire 7. Qui porte moins loin. Et que tu payes 20 points. C'est littéralement pour toutes les factions qui n'ont pas accès à la haute magie pour qu'ils aient un petit drain de magie utilisable une fois dans la bataille. Mais encore une fois, une règle qui appartient à d'autres, comme le corps des Bretoniens, comme le qui coupe des orques, accessible pour toutes les armées. Et moi, ça me pine. Voilà, ça m'énerve. Parce que ça équivaut le jeu pour tout le monde. C'est la même chose et on peut tous l'avoir. Vérifaites, le corps est à 40 chez les Bretoniens. Ah bon? Donc il est à 40, je crois qu'il était à 50. Ok. Donc les Bretoniens peuvent avoir 2 corps pour 80 points. Ok, d'accord. Et pour terminer, les items arcaniques, où il doit rester encore les objets enchantés, je sais plus. Les items arcaniques, non, ça peut pas se cumuler, tu peux pas relancer une relance, Pépéric. C'est un peu de la paresse d'écriture, c'est ça. Ça sent la volonté de Game Workshop d'en faire un jeu compétitif. Non, c'est pas un jeu compétitif, c'est juste que là, c'est flemmard un peu en fait, malheureusement. Le bâton de la quiétude, 35 points durant la phase de commandement. Tu peux libérer le pouvoir du bâton. Faut faire un test avec ton propre commandement. Tout ce qui reste en jeu est dissipé sur la table, y compris tes propres restes en jeu. Donc là, annuler tous les restes en jeu, intéressant.
Pour 30 points, le parchemin de disruption. Une fois par tour, tu peux relancer une dispel. Et le tome de lancement de sort, 30 points, une fois par tour, tu peux relancer un sort loupé. Donc, on sait aujourd'hui que les siècles d'apprentissage des hauts elfes pour faire de la magie et obtenir la bénédiction de l'Iléate, bah ça coûte 30 points. Parce que c'est pas une seule utilisation. Les deux là, c'est tout le temps. Pour 30 points. Donc l'avantage des hauts elfes est mort. Là, les deux, ils sont tellement forts. 30 points, tu dispels. Tu relances toutes tes dispels. Sachant qu'il y a pas mal d'armées, hein, les amis. C'est des 40 points. Hein. Dans ta liste, tu considères par défaut ton sorcier vaut plus 60 points. Tu peux l'avoir. Attention, hein, je précise bien, les amis. Ce sont tous les deux des arcanes, des items arcanes. Donc tu ne peux en avoir qu'un seul des deux. Rappelez-vous qu'on ne peut avoir qu'un seul objet de la catégorie payé sur votre personnage. D'accord? Donc tu peux pas avoir les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Restez en V6 ou en V8, les gars. Au moins, ça ne bouge plus. Non, non, mais... c'est juste à recomptabiliser. Et commencez pas, Grigoutla, sérieux. C'est quoi cette phrase? Rester en V6, V8, ça bouge plus. Arrêtez. On fait ce qu'on veut. Si on veut aller en V6, on y est déjà. Si on est en V8, on y est déjà. Là, c'est juste de la nouveauté à en prendre en compte. Donc, comme d'habitude, il y a du changement. On râle. Mais c'est normal. Moi, la seule chose, c'est que il y a des objets qui sont des règles spéciales d'armée. Donc, je trouve dommage. Parce que ça enlève l'identité de certaines armées. Et il y a des objets qui sont très cool. Des objets que j'aime beaucoup. J'ai un peu peur en effet que le marteau météore il soit utilisé à chaque tournoi pour tous les persos qui cognent un peu avec beaucoup d'attaques. Mais en même temps, laissez-les faire. Hein. C'est les tournois. Pour jouer à la maison, on s'en tamponne un peu. Et puis voilà, je sais pas. Le bouclier de lévitation, il est très très drôle, je trouve. La relance des 6 à la blessure, au tir et au corps à corps, c'est très drôle pour éviter les coups fatals. Mais c'est 30 points, c'est cher quand même. Hein. La -1 pour être touché au tir en bannière, c'est sympa. Les chaotiques qui deviennent insane avec tous leurs dons, mais qui vont coûter les yeux de la tête en termes de points. Bref. Ils sont juste un peu feignants en termes d'écriture. On n'est pas obligé d'utiliser les nouveaux objets magiques. De toute façon, il y a tellement de choix, les amis. Il y a tellement de choix dans les objets magiques en comptant les objets communs numéro 1, les objets communs numéro 2, les objets de vos armées et les objets de l'adversaire à essayer de comprendre et à essayer d'anticiper. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. On va pas se plaindre qu'il nous offre beaucoup de choix. J'aime surtout les traits et la magie. La nouvelle magie est très forte, en effet. En tout cas, elle est très agressive. Et les nouveaux traits, en effet, peuvent booster correctement les gars du chaos et les maraudeurs du chaos. Ça va rigoler zéro. Donc, le petit retour que j'ai à faire sur cet Arcane Journal, on a eu un peu de lore qui a été expliqué et détaillé, c'est cool. Pas beaucoup d'avancées sur l'histoire de la guerre, mais en même temps, quand t'as Miaoyin à côté et Fridal qui est censée être la grosse méchante du Nord, tu vas pas la faire mourir au bout d'1 an et demi de jeu, donc c'est une espèce de statu quo, mais c'est sympa. L'histoire des cultes est cool, les nouveaux gameplays sont sympas. Il va falloir faire très attention pour les tournois pour pas que ça devienne juste débile en fait, comme beaucoup peuvent se débouler là-dessus et casser un peu le game. Mais voilà, le nouvel Arcane Journal, si je devrais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 7, pas plus, parce qu'on n'a pas de nouvelle liste d'armées, on a quand même énormément de changements pour les guerriers du chaos. Je lui mettrai jamais plus que 7, je pense, parce que j'ai pas non plus... Voilà.
il m'a pas fait autant plaisir que la colère de Cetra, clairement. Allez, 7,5. Allez, je mets un 7,5 sur 10 pour l'Arcane Journal. Le chat, vous mettez quoi, vous, sur 10? Allez-y, le chat. Pour conclure cette vidéo. Pas de nouveau héros maraudeur, c'est dommage. Il y en a déjà eu un dans l'Arcane Journal, donc on va pas non plus... Les armures du chaos sont fabriquées par les maraudeurs, les guerriers du chaos ou les nains du chaos. Les armures du chaos pures, c'est les nains du chaos. C'est pour ça que c'est que les seigneurs qui en ont. Je sais pas, je viens de débarquer, me dit Geek. Faudrait voir ce que va apporter l'Arcane Journal du Bastion. Bah ça va surtout être sur du Cater. Hein. Niveau lore 6 sur 10, j'en voulais plus. Niveau règle 9 sur 10. Pas assez de recul pour avoir un avis. 8 car ça équilibre bien. Salut Jules de Bourgogne, comment ça va? Et l'Arcane est téléchargeable sur Warhammer Community. Déjà? Non, il n'y est pas encore. Et il n'est pas traduit encore une fois, malheureusement. Mais on n'a même pas encore celui de la colère de Cetra, donc... Soyons au calme. Mais il le sera, David, il le sera. Déjà, comme tu vois, en anglais, la colère de Cetra est déjà disponible avec un petit errata. Enfin, les errata de la colère de Cetra sont disponibles. Il y a une belle avancée sur les troupes du chaos, la magie est vraiment puissante et le lore est sympa et les marques du culte apportent beaucoup de personnalisation et de thématiques. Ça, je suis d'accord. Donc voilà. Voilà un petit peu le retour qu'on aurait pu faire. On était une bonne centaine là pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet Arcane Journal. Pour moi, je suis content parce que ça nous fait toujours plus ça nous fait toujours plus de contenu, toujours plus de recalcul de jeu, de réimagination de jeu. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et on va avoir beaucoup d'armées du chaos différentes en fait. Beaucoup plus différentes, beaucoup plus versatiles, beaucoup plus customisables. Et ça, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Peut-être aussi hein, le retour de la horde montée des guerriers du chaos. Parce que rappelez-vous que les cavaliers du chaos et les chevaliers du chaos peuvent avoir justement les nouveaux traits. Et ça va être très cool. Donc, plus qu'à attendre les nouveaux décors. Hein. On voudrait bien Games Workshop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur les streams. Bisous.